votre livre « La cause du peuple » chez Perrin, chronique acerbe du quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous ne cessez de regretter la disparition ou l'effacement de la vraie droite. François Fillon, à vos yeux, est-il l'incarnation d'une révolution conservatrice et d'une droite qui avait quasiment disparu dans le paysage français ? Il y a une ambiguïté autour du mouvement qui porte aujourd'hui François Fillon. Il doit son succès à deux choses. D'abord, il est apparu comme susceptible de rendre à la fonction présidentielle un peu de dignité, un peu de sobriété. C'était pas très difficile avec les deux présidences que nous avons vécues. L'autre élément, c'est qu'il est porté par un électorat plutôt conservateur sur le plan sociétal. Un électorat plus préoccupé, disons, de l'abrogation de la loi Taubira que de la suppression de l'ISF. Croire que le programme économique de François Fillon et l'explication de son succès sera un contresens. C'est pourtant total. Ce dont on a le plus parlé pendant cette campagne des primaires de la droite. Et c'est le danger Patrick pour Buisson. François Fillon, parce qu'il est dans la contradiction entre le conservatisme et le libéralisme. Le libéralisme, c'est indissociable, c'est insécable. Il n'y a pas un bon et un mauvais libéralisme, comme il y a un bon et un mauvais cholestérol. Libéralisme économique d'un côté, libéralisme culturel de l'autre. On ne peut pas être conservateur sur le plan sociétal et libéral sur le plan économique. La logique du marché. Il n'y a pas d'économie de marché sans société de marché. Si vous voulez, il n'y a pas de consumérisme sans marchandisation des rapports humains. C'est cette logique-là qui est à l'œuvre, on le voit bien. Et pour François Fillon, c'est la difficulté, car il risque de se faire enfermer dans l'image du candidat du patronat. Le candidat de la mondialisation sauvage, dit le Front National à son propos. C'est-à-dire qu'il sera en situation, si vous voulez, de ne pas pouvoir rééditer ce qui est une équation très très difficile, ce désenclavement sociologique qui était le propre du gaullisme, en 47 avec le RPF, en 58 avec le retour de Gaulle, l'alliance des forces conservatrices et l'électorat populaire, et même, et surtout, en 2007 avec l'élection de Sarkozy. Donc la difficulté pour lui, c'est effectivement de tenir les deux bouts, les deux termes de cette équation. Vous êtes certain qu'il n'a pas été choisi pour sa radicalité économique, ce qu'il a mis en avant pendant toute la campagne? Eh bien, justement, le problème, c'est de sortir de l'économisme. Je ne crois pas que ce soit l'économie, le pouvoir d'achat et le chômage qui font l'élection. Oui. Ce sont les mythes politiques. Un exemple. La promesse d'égalité a longtemps été portée par la gauche, l'égalité de redistribution de l'argent public, l'égalité sociale. Aujourd'hui, elle est en passe de glisser vers le Front National. C'est ça qui fait un ressort électoral. C'est pas de dire il y aura moins de chômeurs, vous aurez plus de pouvoir d'achat. Les Français savent que l'économie française appartient à ses créanciers et aux banques. Autant ils sont convaincus que l'exécutif n'a plus de prise sur l'économie, autant ils sont en situation d'exigence sur les questions régaliennes. Et la redistribution de l'argent public, par exemple, c'est une question fondamentale que la droite n'aborde plus. Avec la politique de la ville, la gauche a remplacé la question sociale par la question ethno-raciale. C'est-à-dire le critère de distribution de l'argent public, c'est pas le revenu, c'est pas la condition, c'est le quartier. C'est-à-dire l'appartenance ethnique. Moi, j'avais proposé à Nicolas Sarkozy de remplacer le critère du quartier par celui du revenu. Ce qu'a commencé à faire François Lamy sous Hérault. C'est-à-dire introduire les petites villes moyennes en déclin dans la manne, la distribution de la manne publique, de l'argent public. Quand une société se refuse à identifier les intérêts contradictoires, elle ne se donne pas les moyens de procéder à un arbitrage équitable. La droite ne parle pas de ça. Fillon est sur le terrain de l'économie où les résultats sont problématiques. Là où les Français attendent les politiques, c'est sur des questions simples comme celle-là. Une autre, dont on parlera si vous le voulez, c'est comment réinstituer le peuple français comme sujet souverain, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il soit l'acteur de son propre destin. La comparaison Fillon-Thatcher, elle est fondée à vos yeux, Patrick Buisson? Écoutez, une chose est ce qu'on dit pour conquérir le pouvoir, une autre chose est ce qu'on fait quand on est en situation de l'exercer. Donc je me garderai bien de tout jugement et qui serait qu'un préjugé finalement. Alors les jugements, vous en rapportez beaucoup dans votre livre sur François Fillon via Nicolas Sarkozy, dont vous rapportez les colères, les imprécations contre son Premier ministre. Entre les deux hommes, aucun respect, aucune estime, pas même la complicité des combats menés en commun. Il est traité, Fillon, de géopoliticien de la Sarthe. Il faisait l'objet, écrivez-vous, de la part de chef de l'État d'un incessant pilonnage verbal, minable, lamentable, pathétique. À l'entendre, Fillon était un maître étalon de la couardise, destiné à rejoindre au sortir de Matignon le bureau des poids et mesures du pavillon de Breteuil. C'est vrai ?
Patrick Buisson, c'est un lâche, François Fillon? Je me garderais bien de porter le moindre jugement moral sur un politique, quel qu'il soit, quel qu'il fût. Mais vous le rapportez à longueur de page. Je rapporte la réalité. Et cher Patrick Cohen, je vais vous dire une chose. J'ai dû le corps cette réalité. Par respect pour la fonction, je ne retranscris pas les propos que j'ai entendus entre le président de la République, pas le président de la République à l'égard de son Premier ministre. Par respect pour la fonction, car c'était d'une telle violence verbale inimaginable, ou enfin peut-être vous l'imaginez connaissant la nature éruptive de l'ancien président. Enfin, un peu plus loin, pardon, vous expliquez que vous accusez François Fillon vous expliquez que François Fillon a contribué à faire perdre Nicolas Sarkozy en 2012 à cause d'une interview d'entre-deux tours où il soulignait l'incompatibilité de valeurs entre la droite et le FN. Fureur de Nicolas Sarkozy, il ressortait en version Châtier que derrière le masque d'un premier communion se dissimulait un être sournois, vicieux et lâche. C'est un fait. À partir du moment où la stratégie choisie était celle du Nini, on était passé à droite du Front républicain au Nini, c'est-à-dire envoyer un message aux électeurs tentés par le vote du Front National pour essayer de les fixer sur le vote Sarkozy. Il est bien évident que ce genre de propos, la veille d'une élection, ne sert pas cette stratégie. Et là, le constat de Nicolas Sarkozy était pour une fois, un constat clinique. Donc, François Fillon a contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 ? Non, je ne pense pas, parce qu'il n'était pas le seul sur ce registre-là. NKM, par exemple, a fait des déclarations qui allaient dans le même sens. Et puis je crois que les raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy a échoué étaient trop lourdes, trop structurelles pour que les propos de fin de campagne ne modifient le rapport de force de quelque manière que ce soit. Et l'échec de Nicolas Sarkozy à la primaire, à cette primaire, parmi les causes qui sont citées, ce livre, votre livre, les proches de l'ancien président estiment que vous lui avez fait du mal. Patrick Buisson, objectif atteint ? Écoutez, un livre ne tue jamais en politique. Il cristallise ce qui est dans l'air du temps. C'est une sorte de précipité. Le discrédit de Sarkozy était largement antérieur à l'apparition de mon livre. Nicolas Sarkozy s'est trompé de campagne. Il a fait une campagne populiste alors que le périmètre électoral de la primaire, ce sont les inclus. Ce sont les catégories plutôt favorisées qui vont voter. Et une campagne non pas sur la ligne Buisson, mais sur une caricature avec la double ration de frites, les Gaulois. Donc c'était une erreur d'analyse, c'est une mauvaise campagne. En fait, ce ne sont pas les idées qui étaient décrédibilisé, c'était l'émetteur, le médium qui est discrédité. Ce discrédit politique, il n'a jamais pu le combler depuis 2012. Il a d'ailleurs été à l'origine de sa défaite en 2012. Et François Fillon, vous l'avez revu depuis 2012 ? Non. Non, je n'ai pas de rapport avec François Fillon. J'avais juste un coup de téléphone de François Fillon lorsque NKM avait tiré en disant Buisson n'a pas voulu faire gagner Sarkozy, mais m'embrasse. Ça, c'était juste après la défaite. Voilà, Fillon m'avait téléphoné pour dire qu'il ne partageait pas du tout cette analyse. Depuis, je n'ai aucun rapport avec lui. Et vous avez voté pour lui dimanche ? Non, je n'ai pas voté à la primaire parce que c'est un sujet, à mon avis, central. La primaire n'est pas un progrès de la démocratie, mais un détournement, une régression démocratique. Les partis ont inventé les primaires pour tenter de se légitimer. C'est une procédure de relégitimation au moment où leur discrédit est profond. Et ça a un effet, la primaire. Le premier effet, d'abord, c'est les partis verrouillant l'offre politique. On accentue la dérive vers le suffrage censitaire. Ne vont voter que les catégories favorisées. François Fillon a prouvé le contraire. C'est pas lui qui tenait le parti. Non, mais attendez, il était d'accord pour la procédure. Oui, mais vous dites les partis ont verrouillé le truc, ont permis les primaires, à partir du moment où les partis ne peuvent plus désigner en leur sein leurs candidats, ils ont monté une nouvelle procédure pour remédier à leur discrédit. Les conséquences de la primaire, Patrick Cohen, elles sont quand même importantes à regarder. Ça accentue la dérive vers le suffrage censitaire. Ne vont voter que les inclus, ceux qui appartiennent aux catégories privilégiées. C'est-à-dire qu'on assiste à un double mouvement d'éviction des pauvres des catégories populaires, du marché politique. La France invisible, elle ne s'est pas mobilisée les deux Ils sont dimanches. exclus du marché politique, ou ils s'excluent eux-mêmes, et en attendant d'être exclus du marché de l'économie ou du travail avec le revenu universel. C'est la même logique qui est à l'œuvre. Et donc, ça aggrave la crise de la représentation, parce que ça renforce le poids politique des catégories favorisées. Au moment où il faudrait rouvrir le jeu démocratique, on fait en sorte de confier à une minorité partisane la construction de l'offre politique qui va être soumise à l'ensemble du corps électoral. Donc cette dérive ne va faire que s'accentuer. Patrick Buisson, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions, les appels des auditeurs au 01 45 24 7000. Et parce qu'elle
vous inspire un commentaire particulier ou Oui. est-ce que c'est une situation très différente de celle de la France? Non, pas si différente, parce qu'on observe le même mouvement partout et une fois de plus, on se trompe d'analyse. Je pense que dans ces mouvements populistes qu'on voit éclore dans toutes les sociétés développées, il y a certes une dimension de revendication du peuple ethnos, en gros, une revendication identitaire, les petits blancs. Oh, ça existe, on ne peut pas le nier. Mais ça occulte tout le champ mental des commentateurs qui ne voient pas qu'il y a aussi une protestation du peuple d'émos. C'est une demande de démocratie, ce populisme. Assez de ces procédures de manipulation du corps électoral, de détournement dont je parlais à l'instant. Taguieff parle d'hyper-démocratisme à propos du populisme. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on a une grande partie de la population qui se trouve exclue du processus de décision aujourd'hui, à tel point que quelqu'un d'aussi modéré que Jacques Julliard dit n'importe quel système électoral serait plus performant, plus représentatif que le nôtre, y compris le tirage au sort qui est à l'origine de la démocratie athénienne, parce que les Français auraient le sentiment d'être représentés. Aujourd'hui, notre Assemblée nationale, la majorité qui fait les lois représente un électeur sur 6. S'il y a 300 triangulaires en 2017, elle représentera un électeur sur 10. Quelle est la légitimité de ce pouvoir-là? Cette protestation démocratique, c'est une dimension du mouvement populiste que personne ne veut voir. En France, Hélène, vive tension entre François Hollande et Manuel Valls. Atmosphère cordiale et studieuse pour le déjeuner d'hier entre les deux hommes, a tenu à faire savoir l'Élysée hier. Bon, personne ne s'y laisse prendre ce matin. Le Courrier Picard en une s'amuse de la mésentente cordiale entre le président et son Premier ministre. Le Figaro parle de psychodrame au sommet. Libération en profite pour dresser le portrait d'une gauche titanique, pas titanesque, titanique comme le navire qui s'est pris l'iceberg. Mais la question est de savoir qui, hier, en jouant la fable de l'apaisement, qui a gagné ou perdu. Valls perd son bras de fer avec Hollande, analyse sans ambiguïté l'opinion. Le Premier ministre assurant qu'il n'y aurait pas de crise institutionnelle à la tête de l'État et excluant de se présenter contre le président. Il a de fait rendu les armes. Recul en race campagne pour Manuel Valls, affirme aussi le Figaro, même si le titre de son édito, le leader Minimo, qui rappelle d'ailleurs drôlement la une de Libé hier qui consacrait Fillon leader Maximo, vise explicitement François Hollande. Alors, est-ce que Valls est resté sur le carreau? Eh bien, dans les Échos, Cécile Cornudet voit déjà le Premier ministre atteint du syndrome de Rocard. Rocard, ça tombe bien, c'est son mentor. Un Rocard qui, face à Mitterrand, ne s'est jamais résolu à tuer le père. Comme lui, écrit-elle, Valls a joué depuis un mois la partition de l'empêchement sans armes, Brutus light d'abord, et puis monté en puissance pour dire qu'il se tenait prêt. Coup de force enfin ce week-end quand il affirme qu'il n'exclut pas de se présenter contre Hollande, et puis rétro-pédanage pour finir, au nom du sens de l'État. Le sens de l'État est donc sauf. Enfin, il est quand même parti en vacances le temps d'un week-end, relève Hervé Favre de La Voix du Nord. Mais rien n'est perdu. Dans le Parisien, confidence à Tunis du Premier ministre où il est en déplacement. Aujourd'hui, il y a un schéma, mais il y a d'autres possibilités qui existent. Alors, reddition ou retraite avisée et préparatoire, on verra. Malek Boudi a bien dit à Léa Salamé il y a quelques instants que l'histoire n'était pas terminée. Puisqu'on parle de retraite, un homme fait en ce moment sa tournée d'adieu. Vous êtes régalée, Hélène. Oui, Poubelle la vie. C'est le titre du portrait que Sud-Ouest consacre à Louis-Nicolas ce matin, roi des ordures. Il a fait prospérer la petite... 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000, Claire nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Déjà, je voudrais vous remercier et vous remercier pour la qualité de vos émissions. Merci. C'était moins une question qu'une réaction. Tout à l'heure, M. Buisson a indiqué par rapport à la politique qu'il faudrait prendre en compte la question du revenu des personnes et que la gauche avait choisi une délimitation par quartier dans une logique ethno-raciale. Or, c'est faux. La politique de la ville, la réforme qui a été instaurée par Monsieur Lamy a justement consisté à définir les quartiers en politique de la ville uniquement à partir de la question des ressources et du taux de pauvreté de ces quartiers. Et ça a effectivement permis que des quartiers qui étaient en milieu semi-urbain soient intégrés dans la politique de la ville. Donc ça a été bien cette logique-là, plutôt que des prétendues logiques ethno-raciales qui ont été à l'œuvre dans la réforme de la politique de la ville dans ces dernières années. Et c'est la logique de Manuel Valls, ça s'ajoute de tous les discours de Manuel Valls. C'est ça, votre propos est éminemment contradictoire parce qu'il souligne bien le fait que c'était les critères ethniques qui présidaient à ce choix auparavant, puisqu'il a fallu attendre 35 ans de politique de la ville pour qu'on arrive à ce constat, c'est-à-dire prendre ce que proposait le géographe Guy, la concentration de la pauvreté, le revenu, comme critère d'attribution de l'argent public. Comprenez bien que ce système qui consiste à privilégier les revenus par rapport
au quartier, ce n'est pas la préférence nationale. C'est la rupture avec ce qui s'est pratiqué pendant 30 ans, c'est-à-dire la préférence immigrée. Tout le monde touche en fonction des revenus, qu'on soit immigré ou qu'on ne soit pas immigré, mais c'est un arbitrage équitable. Nous avons, c'est vrai, je l'ai mentionné tout à l'heure, à partir de la loi Lamy, la gauche a évolué dans ce sens, mais il n'en reste pas moins que l'électorat populaire a ressenti et continue de ressentir ces critères de distribution comme une injustice fondamentale. Monsieur Buisson, c'était pas des critères ethniques, c'était des critères quand il s'agissait de cibler des quartiers. C'était des quartiers qui étaient en très grande difficulté. Si ces quartiers de fait étaient ethniquement homogène, pour reprendre vos mots, c'est parce qu'il y avait une sorte d'apartheid que dénoncent d'ailleurs beaucoup de gens à gauche. Donc le fait d'élargir un petit peu l'assiette et d'inclure les quartiers périphériques ne fait pas passer la politique d'une politique ethnique à une politique sociale. Vous détournez un peu. Non, pas du tout. En politique, les perceptions sont les faits. Comme vous le dites, les quartiers étaient ethniquement homogènes. L'électorat populaire a ressenti cela comme une trahison, un abandon de la question sociale par la gauche. À force, le Parti socialiste finit par incarner le parti qui défend les intérêts de classe de la nouvelle bourgeoisie urbaine et qui a délaissé cette question sociale au profit des questions sociétales qui sont la préoccupation des inclus, des riches. Thomas nous appelle de Castres. Bonjour Thomas. Oui, bonjour France Inter, bonjour à tous. Alors d'abord une toute petite remarque liminaire, c'est que j'ai trouvé la première partie assez plate, excusez-moi, mais voilà, je trouvais qu'en termes d'idéologie, on n'était pas allé très très loin. La spiritualité. Deuxième point, c'est juste que je remercie Monsieur Buisson de parler des journalistes quand il a un livre à vendre, puisqu'il ne parle pas beaucoup dans les autres périodes. Donc une question très courte, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Est-ce que vous pourriez dresser, Monsieur Buisson, la différence entre ce que vous pensez, qui n'est représenté par pas beaucoup d'électeurs, puisque vous ne vous êtes jamais présenté, et le Front National? Voilà, c'est assez clair, mais j'ai un moyen de réponse assez simple et assez peu démagogique. Mais c'est une bonne question, Thomas. Merci. Voilà, moi je suis en désaccord avec 90% du programme. 90% Oui, du programme du Front National, notamment sur les questions sociétales et les questions économiques. Je ne partage pas grand-chose, si ce n'est, mais c'était le cas, je veux dire, jusqu'ici, c'est le moins le cas aujourd'hui, le fait que le Front National prend en compte l'insécurité culturelle dans laquelle vivent les Français de conditions modestes. C'est ce qui fait le ressort de son succès. Vous ne voulez pas voir, je le disais tout à l'heure, que la promesse de l'égalité est passée de la gauche vers le Front National, notamment cette question de distribution de l'argent public. Vous vous masquez les yeux. Quel rapport entre l'insécurité identitaire et l'égalité? C'est la même. Bernard Maris, quelqu'un avec qui je parlais souvent et avec qui nous avions de nombreux accords, disait mais pourquoi au bout de 30 ans, avec un chômage massif, la question sociale n'est plus le moteur du vote ouvrier? Pourquoi a-t-elle été remplacée par l'insécurité culturelle? Parce qu'elle s'emboîte. Les deux font système. La question culturelle recouvre la question sociale pour les raisons que je vous ai exposées. Le périmètre et le mode de gestion de l'État-providence aujourd'hui frappent d'illégitimité toutes les politiques de redistribution parce que ces Français-là ont le sentiment qu'elle est injuste. En gros, qu'on en fait trop pour les immigrés, trop pour les clandestins, trop pour les... C'est les sentiments que certains hommes politiques accentuent alors que ce ne sont que des sentiments. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez vraiment, je pense que vous le pensez, mais que les immigrés sont vraiment les privilégiés de la politique depuis 30 ans? Il faut attendre que le Front National soit à 35% pour que vous toucher du doigt cette réalité. Mais ça fait longtemps qu'on la touche, simplement. Les perceptions sont des faits. Les Français on peut les accentuer, les perceptions aussi. Quand on fait des discours comme celui de Grenoble, on accentue les perfections. Il ne vous a pas échappé que j'étais contre. Je sais très bien. Mais comme le débat sur l'identité. Quand on est au pouvoir, c'est pas pour débattre, c'est pour agir. Oui, vous étiez contre le débat sur l'identité, mais vous avez introduit la notion d'identité nationale. En tout cas, vous l'avez suggéré fortement à Nicolas Sarkozy en 2007, au point qu'il en a fait une promesse de campagne, c'est ça? On s'est dit que ce n'est pas si mal vu, parce que depuis 10 ans, c'est comme le thème qui occupe toutes les élections partout en Europe et même aux États-Unis. Stratégiquement, c'est peut-être bien vu, mais est-ce que vous accentuez des ressentis qui ne représentent pas une réalité à des fins politiques, pour des hommes politiques peut-être démagogiques, ou est-ce que vous mettez le doigt sur une vraie réalité? Écoutez, je préfère prendre ce risque que de passer totalement à côté des souffrances de ces catégories populaires qui sont, il faut bien le dire, méprisées par la classe politique. Depuis le Brexit, élection de Trump, on entend un discours sur le suffrage universel extraordinaire. Le peuple, quand on lui donne la parole, c'est épouvantable. C'est pour ça qu'on ne veut pas du référendum. On veut, selon la formule de Guy Debord, réduire les droits des citoyens
au droit de l'homme spectateur ou téléspectateur, qu'il parle, qu'il s'exprime dans les sondages, mais surtout pas dans le cadre d'un référendum. C'est extraordinaire quand même. On préfère cette démocratie censitaire à une démocratie référendaire. Or, je voudrais vous dire une chose. La légitimité du nouvel élu, celui qui sortira des urnes en mai 2007, eh bien, elle est extrêmement sujette à caution parce qu'on est dans un processus qui fait que cette légitimité s'épuise très vite. C'est un bien extrêmement périssable. L'état de grâce de Sarkozy a duré 6 mois. Celui de Hollande, 6 semaines. Le prochain, ça sera 6 jours. Sauf à renouveler le pacte fondateur de la démocratie en demandant aux Français leur assentiment sur les questions de fond, sur la réforme de fond, par la voie du référendum. À gauche, Patrick Buisson, à vos yeux, qui a compris le pays? Qui peut rassembler? Écoutez, peu importe mon jugement personnel, j'ai toujours considéré que Mélenchon représentait une forme authentique de la tradition, à la fois jacobine de la gauche, prenant en compte toujours la question sociale, ne voyant pas l'importance du problème des immigrés ou l'évacuant, car à une époque, notamment au début du parti d'Oskar Lafontaine en Allemagne, qui mettait cette question au centre de ses interventions. Mélenchon était très attentif à cela. Néanmoins, malgré cette évolution, je crois qu'il représente quelque chose d'authentique à gauche, une espèce de ce que fut le communisme, enraciné parfois dans une conscience de classe qu'on peut juger périmée, excessive, mais qui en tout cas est préférable à l'aveuglement des classes dirigeantes, de l'oligarchie. Patrick Buisson, je dois dire pour terminer cette séquence consacrée aux auditeurs et aux appels des auditeurs qu'on a un certain nombre d'appels, de réactions d'auditeurs de France Inter qui s'étonnent ou qui se déclarent choqués du fait que nous vous accordions cette tribune, que nous vous invitions à venir vous exprimer. Et principalement le reproche qui vous est adressé, c'est celui de ces enregistrements clandestins réalisés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Cette forme de ce qui est considéré comme une trahison, une déloyauté. Patrick Cohen, je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce que ça va me permettre peut-être non pas de solder, parce qu'avec la mauvaise foi, on me fait un procès d'intention. Non, Monsieur Cohen, ce n'est pas moi qui ai organisé une cellule d'écoute qui consiste à espionner les conversations téléphoniques des 500 journalistes sur la place de Paris, non pas pour le service de l'État, mais à des fins privées. C'est François Mitterrand. Non, ce n'est pas moi qui ai publié 3 volumes de 3500 pages sur le verbatim. Personne ne vous reproche ça. On vous reproche d'avoir trahi la personne pour qui vous travaillez. Mais en quoi l'ai-je trahi? Ce fichier m'a été volé. Alors, je ne l'ai pas rendu public, il le savait très bien, je n'avais pas publié de mémoire. Je vais aller jusqu'au bout. Monsieur Attali a publié ses verbatim, il avait signé une clause de confidentialité. Moi pas. Non, Monsieur Cohen, moi je n'ai pas, comme nos confrères d'Ave l'Homme, enregistré à son insu pour le piéger en menaçant de rendre public cet enregistrement le secrétaire général de l'Élysée, Monsieur Jouyet. Seulement voilà, je suis de droite, il y a 2 morales pour les gens de gauche. La morale qui ne vaut que pour les autres, jamais pour eux. Je suis sur cette affaire absolument... Les gens de droite qui ont été choqués. Absolument tranquille. À commencer par Nicolas Sarkozy, qui vous a attaqué là-dessus. Mais il m'a attaqué là-dessus, je comprends bien qu'il m'a attaqué là-dessus. Je vois bien les raisons, je les ai expliquées dans mon livre. Il n'en reste pas moins que j'ai fait ça parce que c'était dans le cadre de ma mission. Je ne m'en suis pas servi contre lui. Ça, c'est l'explication ultime. C'était pas celle de départ. Au départ, vous avez dit... Mais je n'ai pas... attendez, Patrick Cohen, je n'ai pas pris la parole. Votre avocat a dit ça s'est déclenché tout seul. Je n'ai donné aucune explication moi-même. Je n'ai donné aucune explication. Alors évidemment, de toute façon, je suis coupable, forcément coupable. Je le sais bien. Je ne suis pas toutes ces éminentes personnes payées par l'argent public qui ont espionné les Français comme François Mitterrand. Et pour cela, je dois être condamné. Non, vous avez eu l'occasion de vous expliquer. Vous fixerez la peine et vous me direz comment je dois l'exécuter. Je vous laisse le dernier mot là-dessus. Et dans un instant, on va accueillir Augustin Trapenard.